Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va littéralement viser les étoiles. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui me donne le vertige rien que d'y penser. On parle du projet le plus fou, le plus ambitieux et peut-être le plus important de notre siècle, Breakthrough Starshot. Et pour en parler, j'ai avec moi notre ingénieur résident, celui qui rêve de laser avant de dormir, Thomas. Salut Thomas. Salut Sarah, ravi d'être là. Et oui, aujourd'hui, on ne parle pas juste de fusée ou de Mars, on parle de changer de paradigme. On parle de quitter le système solaire pour de bon. Alors justement, c'est ça qui m'a frappé quand j'ai préparé l'émission. On a l'impression qu'avec SpaceX et la NASA, on est les rois du pétrole, qu'on va partout. Mais toi, tu dis que non. En fait, on est coincé. Ah mais totalement coincé? C'est le premier point qu'il faut comprendre, le problème fondamental. Aujourd'hui, avec notre technologie, on est dans une prison cosmique. Regarde Voyager 1. C'est l'objet humain le plus rapide et le plus éloigné jamais envoyé. Il file à 60 000 km/h. C'est énorme pour nous, sur Terre. Mais à l'échelle interstellaire, c'est une tortue asthmatique. Une tortue asthmatique, carrément. Si Voyager 1 devait aller vers notre voisine la plus proche, l'étoile Alpha du Centaure, il lui faudrait environ 70 000 ans. 70 000 ans, c'est inconcevable. C'est plus long que l'histoire de l'humanité moderne. Exactement. Donc envoyer une sonde conventionnelle, c'est inutile. La civilisation qui l'a lancée n'existera probablement plus quand la sonde arrivera. Le problème, c'est la physique des fusées chimiques. Pour aller vite, il faut du carburant. Mais le carburant pèse lourd. Donc pour porter ce carburant, il faut une fusée plus grosse, donc plus de carburant, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la tyrannie de l'équation de Tsiolkovsky. On est bloqué. On ne peut pas emporter assez d'énergie chimique pour atteindre une fraction significative de la vitesse de la lumière. C'est déprimant, dit comme ça. On est condamné à rester dans notre jardin ? Patient change les règles du jeu. Et c'est là qu'intervient Breakthrough Starshot. C'est un projet annoncé en 2016, soutenu par le regretté Stephen Hawking et financé par le milliardaire Yuri Milner, avec Mark Zuckerberg au conseil d'administration. L'idée, c'est d'arrêter d'emporter le carburant avec nous. Attends, comment tu avances sans carburant ? Tu ne vas pas me dire qu'on va ramer ? Presque. On va faire de la voile. Mais pas avec du vent, avec de la lumière. Sarah, est-ce que tu as déjà senti la pression de la lumière du soleil sur ta peau ? Je sens la chaleur, oui. Tu sens la chaleur, mais tu ne sens pas la poussée. Pourtant, les photons, les particules de lumière, n'ont pas de masse, mais ils ont une quantité de mouvement. Quand ils frappent une surface réfléchissante, ils transfèrent une minuscule, infime poussée. C'est ridicule à notre échelle, mais dans le vide spatial, sans frottement, si tu as une voile assez grande et assez légère, cette poussée s'accumule. D'accord, donc le concept de la voile solaire, je vois. On déploie une grande voile brillante et le soleil nous pousse. C'est poétique, mais pour aller vers les étoiles, le soleil c'est une bougie. C'est beaucoup trop faible. Le soleil ne nous permettrait pas d'atteindre les vitesses qu'on veut. Starshot, c'est la version sous stéroïde de ça. On ne va pas utiliser le soleil. On va construire notre propre soleil, ici sur Terre. Comment ça, construire un soleil ? On parle d'un réseau de lasers. Imagine un champ de laser géant, probablement situé dans un désert en altitude ou sur un plateau montagneux, peut-être au Chili. Ce n'est pas un seul laser, mais des millions de petits émetteurs qui se synchronisent parfaitement pour former un faisceau unique, cohérent, d'une puissance hallucinante. 100 gigawatts. 100 gigawatts. C'est quoi, c'est l'équivalent de combien de centrales nucléaires, ça ? C'est énorme. C'est la puissance nécessaire au décollage d'une navette spatiale, mais concentrée uniquement en lumière. Et cette lumière, on va l'attirer sur une cible minuscule, et c'est là que le génie opère. On ne lance pas un vaisseau de 10 tonnes, on lance une sonde qui pèse 1 gramme. 1 gramme. Attends, tu veux dire que le vaisseau spatial entier pèse comme un trombone ? C'est ça, on appelle ça un Starship. C'est une puce électronique qui contient tout. Caméra, processeur, système de navigation, transmetteur radio, tout ça miniaturisé à l'extrême, monté sur une voile solaire ultra fine, qui fait environ 4 mètres de large, mais qui n'a que quelques centaines d'atomes d'épaisseur. C'est de la science-fiction ? Une voile de 4 mètres qui pèse moins qu'une feuille de papier à cigarette ? Beaucoup moins. Et c'est là que ça devient épique. Imagine la scène. La sonde est en orbite terrestre haute. Au sol, le réseau laser s'active. Pam ! Le faisceau frappe la voile. L'accélération est... Je n'ai même pas de mots. On parle de 60 000 G. 60 000 G ? Les pilotes de chasse s'évanouissent à 9 G ? Oui, l'électronique doit être blindée comme jamais. En quelques minutes seulement, peut-être 10 minutes, le laser pousse cette petite voile de 0 à 60 000 km par seconde. 60 000 km par seconde ? Oui, c'est 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, tu fais le tour de la Terre en une demi-seconde. Tu vas sur la Lune en un peu plus d'une seconde. Mars, tu y es en quelques heures, pas en 6 mois. Et Alpha du Centaure, 20 ans. 20 ans. Donc c'est faisable. On pourrait voir ça de notre vivant. Si on lance ça dans 10 ans, on aura les photos 30 ans plus tard ? Exactement l'objectif. Réduire le voyage interstellaire à une échelle humaine. Une carrière de chercheur, pas une ère géologique.
Mais attention Sarah, là je t'ai vendu la partie théorie. La réalité technique, c'est un cauchemar d'ingénierie. C'est pour ça que je suis fasciné par ce projet. Les défis sont colossaux. J'imagine. Déjà, tirer un laser de 100 gigawatts dans l'atmosphère, ça ne va pas poser de problème? Ça ne va pas brûler l'air? Si, absolument. C'est le premier défi. L'atmosphère est un obstacle. Il faut utiliser ce qu'on appelle l'optique adaptative. Tu sais, comme les télescopes modernes qui déforment leur miroir pour compenser les turbulences de l'air? Là, il faut faire pareil, mais à l'envers, et avec une puissance de feu démentielle. Il faut que le faisceau reste parfaitement concentré sur une voile de 4 mètres qui se trouve à des milliers de kilomètres et qui s'éloigne à une vitesse folle. Si tu rates la voile d'1 millimètre, tu perds la poussée. Et la voile elle-même? Si tu tires 100 gigawatts dessus, elle ne va pas fondre instantanément? Je veux dire, c'est un laser, ça chauffe? C'est le défi numéro 2, et c'est peut-être le plus dur. La voile doit être incroyablement réfléchissante. Pas juste un miroir de salle de bain qui réfléchit 90% de la lumière. Non, il faut qu'elle réfléchisse 99,999% de la lumière incidente. Si elle absorbe ne serait-ce qu'une fraction de pourcent de l'énergie du laser, cette énergie se transforme en chaleur, et pouf, la voile se vaporise en une microseconde. Donc il nous faut un matériau qui n'existe peut-être pas encore? On cherche, on regarde du côté du graphène, des métamatériaux, des structures nanométriques. Il faut que ce soit solide, ultra léger et que ça ne chauffe pas. C'est la limite de la science des matériaux actuels. Et ce n'est pas tout. Imagine que ta voile a survécu au lancement. Elle file à 20% de la vitesse de la lumière dans le vide. Mais le vide n'est pas vide. Ah oui, la poussière, les petits cailloux. Même pas des cailloux, des atomes, des grains de poussière microscopiques. À cette vitesse, une collision avec un grain de poussière a l'énergie d'une balle de fusil ou même d'une petite bombe. Le milieu interstellaire devient un champ de mines. Comment on protège une puce d'1 gramme contre une balle de fusil? On ne peut pas mettre de blindage, c'est trop lourd? C'est là que c'est malin. On pense à mettre la puce derrière la voile. La voile servirait de bouclier sacrificiel. Ou alors, on change la forme de la sonde pour qu'elle présente une surface minimale dans le sens de la marche, comme une aiguille. Mais le risque est réel. C'est pour ça que le projet Starshot ne prévoit pas d'envoyer une seule sonde. Ah bon? Non. Comme les puces électroniques ne coûtent pas cher à produire en masse une fois que tu as la technologie, l'idée c'est d'envoyer un essaim. On parle de centaines, peut-être de milliers de nanosondes. D'accord. C'est la stratégie de la tortue de mer. On en envoie 1000 et on espère qu'il y en a une ou deux qui survivent au voyage. Exactement. Si on en perd 50% à cause des collisions et 30% à cause de pannes électroniques, il en reste quand même assez pour prendre la photo. Parlons-en de cette photo, parce que c'est quand même le but ultime. On va où exactement? Alpha du Centaure, c'est un système de 3 étoiles, c'est ça? Oui. Alpha Centauri A et B, qui sont comme notre Soleil, et Proxima Centauri, une naine rouge, qui est l'étoile la plus proche de nous. Et autour de Proxima, on a découvert en 2016 une planète, Proxima B. Proxima B, la fameuse. Elle est dans la zone habitable, c'est-à-dire à la bonne distance de son étoile pour que l'eau liquide puisse potentiellement exister à sa surface. C'est une planète rocheuse, un peu plus grosse que la Terre. C'est la cible principale. Donc le scénario, c'est nos petites sondes arrivent là-bas après 20 ans de voyage silencieux dans le noir, elles passent devant la planète, et là il faut prendre la photo. Mais à 60 000 km par seconde, le survol doit être ultra rapide, non? C'est un flash. Elles ne peuvent pas freiner. Elles n'ont pas de carburant pour s'arrêter. Elles vont traverser le système en quelques heures. Elles ont quelques minutes pour orienter les caméras, prendre des photos haute résolution, analyser l'atmosphère, chercher des traces de végétation, d'océan ou de technologie. Et ensuite, c'est bien beau d'avoir la photo sur la carte SD, mais la sonde est à 4 années-lumière. Comment elle nous l'envoie? Le Wi-Fi ne va pas passer. Le défi de la communication est fascinant. La sonde a un émetteur laser minuscule, peut-être 1 watt de puissance. Elle doit pointer ce laser vers la Terre. Mais la Terre, à cette distance, c'est un point invisible à côté du Soleil aveuglant. Et le signal va mettre 4 ans à revenir. Quand il arrivera sur Terre, il sera incroyablement faible. Il faudra utiliser le même réseau de lasers géants qui a servi au lancement, mais cette fois comme un télescope récepteur géant, pour capter ces quelques photons qui transportent l'image. C'est dingue. Tout doit fonctionner parfaitement. Le lancement, le voyage, la survie, la prise de photos, le pointage, la réception. Oui, c'est une chaîne de miracles technologiques. Mais Sarah pense à la récompense. Imagine le jour où on reçoit cette image. J'essaie d'imaginer. Ce ne sera pas un point flou comme on a aujourd'hui avec nos télescopes? Non. On pourrait voir des continents, des nuages, peut-être du verre. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on verrait un autre monde, une autre Terre potentielle, avec nos propres yeux. Enfin, les yeux de nos robots. Ça changerait tout. Ça changerait notre place dans l'univers. On ne regarderait plus le ciel de la même manière. On saurait si on est seul ou si la vie est banale. C'est vertigineux. Mais est-ce que c'est réaliste? Stephen Hawking est décédé? Est-ce que le projet continue? Le projet est bien vivant. Les équipes travaillent sur les sous-systèmes. Ils testent des bouts de voile, des puces. Ils ne prévoient pas un lancement demain. On parle peut-être des années 2030 ou 2040 pour le vrai tir, après des années de tests intermédiaires. Peut-être qu'on commencera par envoyer des sondes rapides dans notre propre système solaire pour tester la techno. Imagine aller voir les lignes de Jupiter en 2 jours au lieu de 5 ans. Ce serait déjà une révolution pour la science. C'est sûr que ça ouvrirait le système solaire comme jamais. Mais dis-moi Thomas, il y a un aspect dont on n'a pas parlé. C'est le coût. 100 gigawatts de laser, des milliers de sondes. C'est pas donné. On estime le projet entre 5 et 10 milliards de dollars. C'est beaucoup pour une personne.
mais pour l'humanité. C'est le prix du grand collisionneur d'Hadron. C'est moins cher que le programme Apollo ajusté à l'inflation. C'est moins cher que les Jeux Olympiques. Pour ouvrir la porte des étoiles. Je trouve que c'est une bonne affaire. Vu comme ça, c'est presque soldé. Et puis, il y a cette idée de l'héritage. C'est un projet multigénérationnel par essence, oui, et c'est aussi un projet qui force l'unité. Un pays seul aura du mal à construire et opérer ça. Et politiquement, avoir un canon laser de 100 gigawatts capable de vaporiser n'importe quoi en orbite, ça demande une gouvernance mondiale très stricte. On ne veut pas que ce soit utilisé comme une arme. Ah oui, je n'avais pas pensé à l'aspect étoile de la mort. Un laser qui pousse des voiles peut aussi griller des satellites ennemis, exactement. C'est pour ça que la transparence est clé. Mais techniquement, c'est la seule voie. Si on veut sortir, il faut abandonner la chimie et passer à la photonique. C'est l'évolution logique. On a maîtrisé le feu, puis l'atome. Maintenant, on doit maîtriser la lumière. Maîtriser la lumière pour voyager. C'est une belle conclusion. Thomas, si tu devais parier, tu penses qu'on verra cette photo de Proxima B avant de mourir ? Je suis optimiste.